Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicolas Roche, Head of CSM chez Datananas, une solution partenaire de la plateforme Senpai.io. On reviendra avec Nicolas Roche sur son parcours, mais également et surtout sur son rôle de CSM chez Datananas, un rôle de fidélisation de sa clientèle avec la solution. On parcourra les 3 points, selon Nicolas, qui sont essentiels pour créer de la bonne prospection à un closing efficace. Vous verrez, sa méthodologie est hyper transparente et efficace et vous aurez de quoi mettre en application tous ces conseils. En tout cas, nous, on a pris un gros plaisir en partage qu'on vous propose dans cet épisode justement pour optimiser vos conversions et vos ventes, que vous soyez un commercial terrain ou un commercial sédentaire de toutes sortes de secteurs et de toutes sortes d'activités que vous puissiez avoir dans votre entreprise. En tout cas, la solution est assez ouverte et elle s'adresse aussi bien à des petites entreprises qu'à des grands groupes. Vous verrez, Nicolas est un homme de terrain et ça se voit dans son discours. Il illustrera avec une grande transparence et en appliquant des vrais raisonnements derrière ses explications et surtout des chiffres à la clé de tous ces raisonnements. Avant de vous laisser avec Nicolas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous aimez notre contenu. Si vous écoutez également le podcast sur les plateformes de streaming, de nous mettre un petit commentaire et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça nous motive à toujours vous proposer du contenu de qualité. Voilà, la parenthèse est fermée. Je vous laisse maintenant avec Nicolas Roche, Head of CSM de Datananas. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Nicolas. Salut David. Bienvenue sur le podcast de Senpai, Nicolas. Je suis très content de te recevoir puisqu'aujourd'hui, on va discuter un petit peu du sujet de la prospection à travers ce que tu fais chez Datananas. Et justement, pour bien commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, Nicolas? Yes, bien sûr. Bah, déjà, plaisir partagé hein, d'être reçu sur ton podcast, David. C'est trop, trop bien. Pour me présenter, donc, moi, je suis Nicolas. Donc, je suis Head of CSM chez Datananas depuis quasiment 2 ans maintenant. Je suis rentré chez Datananas il y a quasiment 4 ans en tant que CSM et à la base, je venais du monde du sales. Yes, et t'as quoi comme parcours exactement? Dis-nous un peu plus sur ton histoire peut-être professionnelle. Alors, on remonte jusque aux études ou on peut continuer après? Comme tu veux, Nicolas. Bah, j'ai fait une école de commerce, on va dire, parcours classique. Suite à ça, j'ai eu une bonne opportunité pour être, freelance dans la musique. J'ai fait ça pendant 2 ans à peu près et suite à ça, je me suis dit que je voulais me poser un petit peu. Du coup, je suis devenu sales/account manager en ESN. Pareil, j'ai fait 2 ans, j'ai adoré le côté account management en fait et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aimerais bien changer et du coup, je Gérer des portefeuilles suis clients, du coup, ouais, dans exactement, des boîtes? essentiellement du grand compte, dans le secteur bancaire, donc D'accord. des grosses boîtes, un peu les banques qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, ou alors, en tout cas celles que nos parents avaient l'habitude d'utiliser. Pour tous ceux qui sont, dans des néobanques. Donc j'ai adoré cette partie-là, gestion de portefeuille, fidélisation. Du coup, à ce moment-là, j'ai découvert effectivement tout l'environnement, start-up, le poste de CSM. Ça m'a évidemment, bah, branché et du coup, c'est comme ça que je suis rentré chez Datananas, en tant que CSM. Et justement, on utilise cet acronyme-là depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux rapidement le définir pour l'audience? Comme ça, on sait exactement ce que tu fais. Le Customer Success Management, bah, alors, c'est tout simplement le métier qui consiste à s'assurer que les utilisateurs de la solution, du produit ou du service, qu'on vend, effectivement, on leur garantisse une excellente adoption, une excellente, utilisation et une excellente, du coup, satisfaction. Le but, c'est de générer de la valeur à la fois pour le client grâce aux produits, aux services et du coup, par là même, de générer de la valeur, pour sa société. Donc, une fois que le contrat est pris par les sales et du coup, il y a un partenariat qui est fait avec ta solution, toi, tu reprends le relais pour justement déployer, fidéliser. Absolument. Nickel. Et justement, bah, on parle de Datananas, je l'ai dit un petit peu en introduction, mais est-ce que tu peux nous expliquer, en quelques minutes, ce que fait Datananas? Donc c'est une solution
qui est, à destination des professionnels dans la prospection. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. On a une solution en fait de sales automation qui soutient les entreprises dans leur prospection commerciale B2B. Concrètement, ça veut dire quoi? Depuis 15 ans, le Customer Relationship Management, un CSM, ça a connu un vrai essor. En gros, des solutions comme HubSpot, Pipedrive, etc. ont bien démocratisé le truc pour justement améliorer la gestion et la fidélisation des clients. Aujourd'hui, ce qui arrive plus fortement, c'est le Lead Relationship Management. Ça connaît, on va dire, le même essor et il y a les mêmes problématiques qui se posent. C'est-à-dire comment est-ce que je peux industrialiser ma prospection et finalement comment je peux passer à l'échelle. Donc Data Ananas là-dessus, nous on va aider les équipes commerciales, dans leur prospection en permettant, des gains de temps sur 2 aspects qui sont essentiels. Un, c'est la capacité à se constituer des bases de données de prospects, directement depuis les réseaux sociaux par exemple. Et 2, ça va être la capacité à engager ces personnes dans des séquences d'emails de prospection automatisées et ultra personnalisées. Donc, on est là pour faire gagner du temps aux équipes commerciales sur la partie sourcing de nouveaux contacts et sur la partie prise de contact avec ces personnes. Super clair. Bah, du coup, moi, je vais en profiter après dans le déroulé de te poser un petit peu plus de questions sur ça, mais je pense que, on a bien compris. Donc c'est une solution française, Absolument. si je ne m'abuse, donc très bien de pouvoir mettre en avant une solution cocorico et donc toi, tu y es depuis 4 ans maintenant, hein, c'est ce que tu nous as dit, hein? Ça va faire 4 ans en 2022, exactement. D'accord et c'est combien de personnes aujourd'hui Datananas à peu près? Alors du coup, dans ton équipe et global au global? Alors, dans l'équipe, on est 4 personnes en m'incluant moi. Chez Datananas, on est à peu près une quinzaine de personnes et on appartient du coup au groupe Sarbacane qui fait quasiment 150 personnes sur toute l'Europe. D'accord, rachat qui a été annoncé cette année d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse. Non, c'était en 2020. C'était 2020, l'année en dernière, ouais, bah, le temps passe vite, hein, tu exactement. vois? Avec le covid, on on se rend plus compte. Yes, absolument. Bon, bah, très, très heureux de t'avoir parce que justement, ce qui nous plaît chez Datananas, puisqu'on est partenaire en fait, entre Senpai et Datananas, c'est aussi, la le côté très, user friendly de la plateforme. On a trouvé ça hyper intéressant, dans notre démarche quand on a testé la solution. Quand tu nous as présenté la solution, c'était vraiment hyper cool, hyper utile et justement, on va peut-être creuser un petit peu. On va toujours prendre un petit peu le pas, vu que tu as cet ADN Datananas, d'utiliser la plateforme pour parler un peu de ce sujet de la prospection. Parce que votre credo, c'est de trouver de nouveaux prospects, de les convertir. Mais justement, comment on s'y prend justement aujourd'hui par rapport à tes clients que tu as? Quelles sont un peu les fonctionnalités qu'ils utilisent, le plus chez toi? Qu'est-ce qui fonctionne bien chez tes clients? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ouais, absolument. Je pense que les deux fonctionnalités qui sont vraiment les plus utilisées, ça va être la partie sourcing, c'est-à-dire, utiliser notre plugin Google Chrome pour aller, récupérer les adresses mail des contacts qui nous intéressent directement depuis, LinkedIn, soit en contact par contact, soit en masse quand on a besoin, d'industrialiser encore plus. Et la deuxième fonctionnalité, ça va vraiment être l'engagement avec les séquences de prospection. C'est-à-dire ensuite, le fait de prendre ces bases de contacts, hein, finalement et de les engager dans des séquences de prospection automatisées pour aller effectivement, entamer cette démarche, prise de contact avec les personnes qu'on aura sourcées. D'accord, super intéressant et justement sur cette, constitution de base de données, parce qu'on parle de base de données finalement, de prospection, comment ça se passe avec, toi tes clients? Est-ce que tu les accompagnes? Parce que j'imagine que chacun, a son secteur d'activité, donc ses cibles, sa maturité aussi vis-à-vis de ce sujet. C'est pas forcément, quelque chose qui est évident pour des gens qui sont pas forcément, appétents aux bases de données. Comment ça se passe, tu vois, dans le quotidien, day to day, avec tes clients, quand tu les conseilles sur, la génération de leur base de données? Alors, sur cette partie data, mais en fait, on pourrait même, élargir la conversation, enfin, à au-delà de la data, même la partie, contenu, la partie ciblage. Hem, Chaque personne du coup qui se crée un compte, chez Datananas reçoit donc des vidéos tutos qui vont lui permettre effectivement de prendre, la solution en main et il y aura, dans certains cas effectivement un onboarding qui est prévu, avec quelqu'un de l'équipe, CSM. Quand on souscrit, on reçoit effectivement aussi du contenu qui justement va traiter de pas mal de points comme l'organisation, la création des bases de données et cetera. Si je veux synthétiser,
il y a vraiment 3 points sur lesquels il faut se poser avant de vraiment entamer la démarche de, bah, je clique sur le bouton et puis j'envoie ma séquence de prospection. Le premier point, c'est la segmentation, c'est-à-dire la capacité à déterminer quelles sont les cibles prioritaires, qu'on va vouloir démarcher. Et une fois qu'on a déterminé ces cibles prioritaires, la capacité à les organiser dans des, petits portefeuilles qui vont chacun avoir leurs propres caractéristiques. Pour parler, un peu plus, simplement, c'est le fait d'être en capacité finalement de définir des verticales, c'est-à-dire, par exemple de croiser une fonction avec un secteur d'activité et du coup ensuite de déterminer, ben, effectivement, quel va être le niveau de priorité. Est-ce que c'est une cible prioritaire ou est-ce que ça va être une cible qu'on va démarcher peut-être dans un temps 2. Ça, c'est la partie segmentation et ça va avoir un impact direct en fait sur, la partie, création de base de données, parce que c'est en étant en mesure de définir les verticales qu'on veut prospecter, qu'on va pouvoir ensuite derrière se concentrer sur les cibles qu'on veut aller sourcer en priorité sur les réseaux sociaux. Le 2e point après la segmentation, ça va être la rédaction, c'est-à-dire la capacité à créer du contenu qui va être percutant pour, chacune des verticales qu'on a définies donc, dans l'étape 1. C'est-à-dire donc le fait d'être en mesure de d'envoyer, de créer et d'envoyer du contenu qui va faire tilt dans la tête des personnes à qui on va l'envoyer et qui vont leur donner envie finalement de parler avec nous et ainsi de suite. Et du coup, justement, pour faire du contenu percutant, alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est quoi un contenu percutant pour toi? C'est un contenu qui est adapté, qui fait appel à quelque chose, que tu as en commun avec la personne peut-être? Comment tu arrives à justement conseiller tes clients sur, voilà, faites plutôt, ce message-là, cet objet-là, parce qu'on parle si on parle d'email, prenez cette prise de parole, cet angle. Comment tu arbitres Alors ça en fait, ouais? ben, ouais, ouais, je vais pouvoir t'expliquer ça. Juste je finis sur le troisième point qui est quand même, assez important. Le troisième point, donc je disais, il y a segmentation, création de contenu et qualité de la data. C'est-à-dire aussi, bah, finalement, être en mesure d'avoir de la data de qualité, c'est-à-dire des adresses mail dont on sait qu'elles sont valides et sur lesquelles on va pouvoir envoyer des emails finalement, et que les emails vont être bien délivrés. Sur la partie création de contenu, on a en fait, tout un programme, hein, justement dans le contenu qu'on envoie et ce contenu-là est abordé par le CSM, qui réalise l'onboarding, justement sur toute cette partie plutôt, organisation de la prospection, création des séquences, quel wording, quel contenu finalement je mets dans mes différents emails de prospection. Hem, pour déterminer un contenu qui va être percutant, nous, généralement, ce qu'on conseille à nos utilisateurs, c'est déjà de se poser quelques questions par rapport à la première verticale qui va l'adresser et de répéter l'exercice après sur les différentes verticales qui vont adresser au fil de leur utilisation. Mais nous, on considère qu'il y a 3 questions qui sont essentielles. C'est: est-ce que les personnes qui constituent la verticale sont des décideurs sur le sujet qui m'intéresse? Est-ce que le marché en question, c'est un marché qui est concurrentiel ou pas, qui est équipé ou pas? Et est-ce que c'est un marché qui est mature ou pas sur le sujet qui m'intéresse? Suivant les réponses qu'on va, donner à ces questions-là, suivant ce qu'on va répondre, ça va pouvoir déterminer effectivement le contenu qu'on va utiliser. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que suivant les réponses qu'on apporte à ces questions, ce qu'on appelle donc le call to action dans un email de prospection, c'est-à-dire la fameuse question qu'on pose dans son email, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un rendez-vous la semaine prochaine? Mais ça peut être aussi des questions type, est-ce que vous pouvez, m'indiquer qui est la personne en charge de ce sujet ou de cet autre sujet? D'accord. Hem, les réponses à son question vont permettre de déterminer le meilleur call to action dans sa séquence de prospection et ça va avoir un impact énorme sur le fait de générer des réponses manuelles et du coup de créer des conversations avec des personnes qui ne nous connaissaient pas jusqu'à ce qu'elles reçoivent notre email. Très clair. Et bah, écoute, moi j'ai pris des petites notes là de mon côté aussi, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire et justement, le troisième point, qualité de la data, hyper intéressant aussi ce sujet-là parce qu'effectivement, une mauvaise donnée, bon, ben, tu peux faire tout le travail que tu veux en amont sur les premiers points que tu as cités et ben, finalement, il atterrit jamais dans la bonne, la boîte de réception, pardon, de la bonne personne. Et comment du coup, ça se passe, chez toi? Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients justement, pour arriver à avoir quelque chose d'assez propre finalement? Alors, nous, on a un plugin justement, un plugin Google Chrome, qu'on a développé qui permet effectivement de récupérer l'adresse mail pro-nominative, d'une personne dont on visite le profil, que ce soit sur LinkedIn, LinkedIn Sales Nav et cetera.
et on donne aussi la capacité à nos utilisateurs à pouvoir le faire en masse directement depuis nos requêtes, LinkedIn Sales Navigator. Notre plugin, on sait qu'il a été développé pour des sociétés, heu, idéalement, en termes de cible, hein, je parle, il va très bien fonctionner sur des sociétés qui ont au moins 100 employés ou plus. Donc ça, c'est un point sur lequel on essaie d'être le plus transparent possible, c'est-à-dire que notre plugin va mal ou très mal fonctionner sur les cibles en dessous. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir de la data de qualité sur les sociétés qui sont en dessous en termes d'effectifs. Nous, on le voit au quotidien, hein, on parle à des fournisseurs de bases de données, on parle à des gens qui font de l'enrichissement. Et globalement, c'est très très compliqué d'avoir une data de qualité sur cette typologie de cible. Donc, nous, on préfère dire les choses sur lesquelles on est bonne. Effectivement, le fait d'aller faire du sourcing sur des boîtes de plus de 100 personnes, enfin 200 personnes ou plus, et sur cette cible-là, par contre, d'avoir un très très haut pourcentage de confiance sur les adresses mail ainsi générées. Si besoin, parce qu'on sait qu'on a des utilisateurs qui vont quand même aller l'utiliser pour des sociétés dont la taille est inférieure ou autre, on a aussi la capacité à se plugger sur des solutions de vérification d'adresse email qui sont intégrées nativement à Datananas, ce qui permet dans tous les cas de vérifier chacune des adresses email des contacts qu'on importe dans Datananas, que ce soit un fichier Excel, que ce soit un contact qu'on a sourcé via notre plugin depuis LinkedIn, ou que ce soit 1000 contacts qu'on vient de sourcer depuis LinkedIn Sales Navigator. D'accord, super intéressant. Bon, du coup, si je comprends bien, pour que les gens visualisent, parce que là, ça te paraît, ça te paraît assez clair et moi, je connais aussi la plateforme, donc je vois, mais concrètement, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est, dans la plateforme. C'est un bouton qui te permet justement, en quelques clics, de pouvoir, qualifier et récupérer des datas sur LinkedIn. Alors, ça va se passer sur LinkedIn Sales Navigator. À partir du moment où le plugin est installé, ça prend à peu près 10 secondes. Si on a une mauvaise connexion internet, Juste le temps d'aller chercher un café, hop, revenir et c'est encore, c'est ça. Et une fois qu'en fait le plugin est installé, depuis une requête, Sales Navigator, donc quand on est sur Sales Nav et qu'on fait effectivement soit sa recherche de prospects, soit on est sur une recherche Mmh. sauvegardée ou soit on est sur une liste de prospects qu'on a déjà enregistrés, on a un petit bouton cliquable, on clique dessus. On fait un paramètre qui doit prendre à peu près, je dirais au moins autant de temps que l'installation du plugin. Donc, bah, voilà, 10 petites secondes et ensuite, on lance On est à 20 l'export. secondes. Voilà, on lance l'export et du coup, on a juste à laisser, l'onglet d'export, ouvert et les contacts, s'importent automatiquement, dans Datananas. On va dire qu'en, 2-3 minutes, on a fait à peu près 200 contacts. Excellent. Et ben, c'est super ça, c'est hyper pratique et c'est récent comme fonctionnalité ou vous avez développé ça depuis quelque temps? C'est quelque chose qu'on a sorti en toute fin d'année dernière. Donc toute fin 2020 Fonction Covid. et ah ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un petit alignement, mais non, non, je pense pas. On s'était mis une petite chauffe sur la partie produit et on s'est dit: «Bon, ben, là, effectivement, ça semble être prêt» et puis c'est un bon moment pour le lancer, tu vois, sur les fêtes de fin d'année parce que du coup, c'est une fonctionnalité qu'on a rendue accessible, sans coût supplémentaire ou autre à toute une partie de notre parc client. Donc, on s'est dit: «Bah, ça fait une belle opération à ce moment-là pour sortir la fonctionnalité» et puis même en termes de fidélisation, c'était aussi pas mal effectivement de pouvoir proposer ça, à nos utilisateurs et la période, on va dire, de fête de fin d'année, tombait assez bien. Super clair Nicolas et justement, je me rends compte que je t'ai même pas posé la question de qui étaient, tes clients. On en parle depuis tout à l'heure, parce que ça nous on les connaît, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les typologies en termes de taille ou même en termes de secteur, d'activité que vous avez chez vous, chez Datananas? Alors ça, franchement, ça doit être une des parties les plus appréciables, dans mon métier. C'est que j'ai vraiment la chance de pouvoir parler à toute typologie de boîte. Ah bah En ça, gros, on bosse aussi bien avec des toutes petites startups qui se sont lancées, je sais pas moi, il y a un mois et qui sont en train de vouloir passer la vitesse supérieure sur leur prospection, qu'avec de grosses startups qui sont, elles, sur des phases d'hypercroissance, déjà depuis un petit moment, qui ont besoin elles aussi finalement de passer la vitesse supérieure, mais à un niveau de maturité qui est forcément, plus élevé. On travaille avec, beaucoup d'ETI, beaucoup de grosses PME, sur des secteurs, assez classiques, comme, l'édition de logiciels, mais aussi l'industrie, heu, des
des secteurs qu'on avait peut-être pas forcément l'habitude de voir trop, sur la partie sales automation et qui commencent à y arriver et effectivement, ça, c'est quand même hyper plaisant, moi, je trouve en termes de projet, de pouvoir accompagner ces boîtes-là dans leur transition sur cette partie prospection et on bosse aussi avec, de très, très grosses boîtes, hem, avec lesquelles on est, plutôt dans des logiques de digitalisation. Effectivement, D'accord. ils digitalisent beaucoup, différents départements. Ça, c'est un cycle qui a été enclenché déjà il y a un petit moment et parfois c'est le sales qui arrive un peu en dernier parce qu'on n'avait pas D'accord. forcément vu les avantages à digitaliser, ce département et du coup, ils nous contactent dans ce contexte-là. Ouais, ça, c'est des longs projets, ça, j'imagine. Et justement, Absolument. tu ouais et justement, tu parles de ces automations. C'est un peu le deuxième point que tu as évoqué au tout début. Donc là, on a beaucoup parlé de la création de bases de données, comment quelles sont les bonnes pratiques et ce que toi, tu recommandes. Mais par rapport à l'automatisation, justement, une fois qu'on a créé ces bases de données, bon, bah, on a commencé, hein, c'est le début, on n'a rien fait quasiment, en termes d'action auprès des clients, qu'on veut cibler. C'est quoi un peu les next steps? Tu vois, on parle souvent d'activation. Comment chez Datananas, vous activez et recommandez l'activation auprès de vos clients de leur base de données? Alors, l'organisation, c'est un thème que j'adore. D'ailleurs, on a rédigé, pas mal de contenu à ce propos. D'accord. Contenu d'ailleurs qui est justement envoyé aux personnes qui souscrivent à Datananas pour les aider justement sur toute cette phase setup. Par setup, j'entends pas le setup technique de la solution puisque ça, en gros, c'est fait en 3 minutes à peu près, hein. C'est juste le fait de synchroniser son adresse email sur Datananas et puis de mettre sa signature. Moi, je parle vraiment de setup en termes, organisationnels. C'est-à-dire finalement, j'ai fait mon setup Datananas et maintenant je fais quoi? Donc, dans quel ordre je m'y prends? Donc, nous, ce qu'on conseille effectivement, c'est toujours de commencer par la partie segmentation. Une fois qu'on a défini son segment, le but, ça va plutôt être de partir directement sur la partie rédaction, c'est-à-dire de commencer à créer le contenu. Une fois qu'on a défini la verticale, et en fait, une fois que le contenu est prêt, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer le sourcing et l'engagement des contacts. Parce que ça, c'est une partie qui est vraiment très rapide. Donc, nous, on conseille, faites d'abord le contenu et ensuite, vous utilisez le plugin. Soit tous les jours, vous êtes en contact sourcé en mode one by one et donc tous les jours, vous faites 10, 20 contacts. Ça, c'est très important. C'est la régularité qui compte. Soit vous faites effectivement du sourcing en masse, depuis Sales Navigator par exemple, et dans ce cas-là, vous faites votre sourcing depuis Sales Nav, vous faites à peu près une base d'une centaine de contacts, vous les envoyez dans Datananas, vous les mettez dans la séquence, et là commence la phase du coup d'itération. Vous faites du sourcing pour atteindre à peu près une centaine de contacts que vous intégrez dans votre séquence, et vous regardez les résultats dès que ces 100 contacts auront à peu près tous fini la séquence. Et derrière, vous prenez vos décisions pour savoir est-ce que les KPI sont bons, et du coup, je continue et je passe la vitesse supérieure en termes d'engagement de contact. Je fais Mmh. x2, x3 sur mon sourcing. Ou alors, les résultats sont pas satisfaisants. Je vais plutôt essayer d'améliorer le contenu et ensuite je vais continuer à le tester. D'accord. Et justement, tu utilises le terme séquence. C'est quoi la définition pour toi d'une séquence en réalité? Alors, la séquence, en fait, ça va être la campagne de prospection. On a choisi le mot séquence parce que campagne, c'était un peu trop teinté marketing finalement, marketing auto. Une campagne marketing, c'est un élément de langage qu'on utilise beaucoup, assez fréquemment. Pour de la Du coup, promotion pour, généralement, oui. Ouais, absolument. Du coup, l'email marketing, c'est plutôt voilà, les newsletters, le contenu qu'on va envoyer à une base de contacts qui ont effectivement signifié leur accord préalable pour recevoir des communications de notre part. C'est des messages qui sont envoyés à travers des serveurs de messagerie mutualisés. Nous, Data Analyst, on est vraiment sur l'autre partie. On est vraiment avec la prospection. On est avec les chasseurs, on est avec les gens qui ont un objectif de trouver de nouvelles personnes, euh, prendre contact avec elles et générer du rendez-vous, voire derrière les closer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'élément de langage séquence plutôt que campagne, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui assimilent Data Analyst à du marketing automation, alors que finalement on est vraiment du sales automation. C'est-à-dire qu'on est là pour aller trouver, identifier des personnes qui ne nous connaissent pas, qui semblent intéressantes pour le produit et le service qu'on vend et de mener ces actions de prise de contact, c'est-à-dire d'essayer d'aller générer une conversation avec elles finalement. Très clair et justement, en plus, la notion de séquence, il y a aussi la temporalité derrière. Il y a qui est pas forcément évidente quand on parle de campagne ou là, quand on parle campagne, on pense ou peut-être one shot, un seul envoi et aussi, ben, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est envoyé aussi depuis l'adresse de la personne et pas par un serveur.
Parce qu'aujourd'hui, les campagnes de mass marketing email, elles sont routées par, potentiellement, une adresse qui est sur un serveur et c'est pas forcément du Gmail, de l'Outlook de la personne. Exactement. Ça, c'est la grosse différence, c'est qu'avec une solution de sales automation, donc on va pouvoir effectivement planifier des relances à l'avance, c'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, l'email 1 va partir aujourd'hui à 15 heures. L'email 2, donc le premier email de relance va partir dans 4 jours sur le créneau horaire, 17h-18h. L'email 3 va partir après 6 jours après l'email 2 sur tel créneau. Tout ça, on le définit en fait en amont, au moment où on crée son contenu et une fois qu'on met les contacts dans la séquence, c'est parti, il y a plus rien à toucher. Datananas gère complètement tous les emails, les relances de manière automatisée, bien sûr, chaque email étant, personnalisé avec les informations qu'on a sur les contacts. Le nom de société, le prénom de la personne, et cetera. Et c'est quoi une bonne séquence du coup? J'ai envie de te poser la question. J'aime C'est quoi trop, une ça me fait mauvaise penser, séquence? C'est quoi une bonne séquence? c'est exactement ça, c'est exactement à ça que je pensais. J'avais j'avais la référence en tête. Hem, si je commence à répondre, je dirais pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises séquences. Je pense que là, du coup, c'est mort, on tue le podcast. Hem, non. Edouard Baird, s'il nous écoute. Hem, la bonne séquence, c'est celle déjà qui va s'adresser à une verticale qu'on aura définie comme de manière assez précise. C'est-à-dire, nous, on conseille quand même d'essayer de segmenter sa base de prospects pour croiser à minima un secteur avec une fonction. Il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme par exemple la taille des sociétés, c'est-à-dire que assez rapidement, on se rend compte qu'on ne va pas forcément parler de la même manière quand on prospecte. On va pas parler de la même manière à une boîte du CAC 40, comme on va parler à une start-up, d'une cinquantaine d'employés, comme on va parler à une PME beaucoup plus classique, 100-150 employés. Donc la segmentation, c'est déjà un élément, je l'ai dit au début, hein, mais et je le répète parce que tous les jours je me bats avec, des utilisateurs qui comprennent pas forcément l'intérêt de la segmentation et en tout cas d'en faire une assez précise. Mais la bonne séquence, elle va déjà s'appuyer sur une segmentation qui est précise, qui est claire et qui est partagée. C'est-à-dire que on travaille nous à chaque fois avec, alors généralement des commerciaux, on a parfois des gens du service marketing qui viennent aussi, travailler avec nous et ça c'est, encore plus cool, j'ai envie de dire, parce que les échanges sont généralement bien plus riches. Mais effectivement, il faut aussi que tout le monde, dans la boîte soit aligné sur le fait que telle verticale, il faut la définir ainsi et qu'elle est prioritaire ou pas. Heu une fois qu'on a défini la verticale, déjà, ça aide énormément pour la bonne séquence. Mais une bonne séquence, il y a quelques points quand même à avoir en tête. Le but, c'est d'avoir des emails qui ont un côté très naturel, très spontané. Le but, justement, c'est de pas montrer que c'est automatisé, d'avoir donc un côté très humain. Ce qu'il faut pas oublier avec la prospection, c'est que le but, c'est justement de contacter des personnes qui ne nous connaissaient pas jusqu'à présent, donc vraiment, qui nous connaissaient pas, qui connaissaient pas notre boîte et là, on leur envoie un email un matin donc ou une après-midi, hein. Donc le but, ça va être effectivement de générer une conversation avec ces personnes. Donc ça va être essayer de se concentrer, en fait, sur les éléments qui vont faire réagir ces personnes et il y a un élément qui fonctionne généralement assez bien, ça va être le fait d'être clair et transparent sur la proposition de valeur qu'on amène avec notre produit et notre service. Il y a un autre point qui est très important et justement, c'est l'intérêt de planifier comme ça des étapes de relance, c'est que dans la prospection par email notamment, il faut relancer, relancer, relancer. Sur des toutes petites boîtes, typiquement, il faut parfois jusqu'à 5-7 touches pour générer, heu, un échange et voire créer une opportunité dans la foulée. Tu veux Sur dire des 5 ou boîtes 7 emails envoyés? C'est pour alors que je comprenne bien, c'est ça? je vais parler de touch parce qu'on peut D'accord, dire pas des emails forcément d'emails. envoyés, OK, d'accord. mais on peut tout à fait aussi créer des séquences de prospection qui vont mêler de l'email et du téléphone. On peut dire: «J'envoie un email, je passe un coup de fil, je renvoie un email, je passe un coup de fil» et ainsi de suite jusqu'à atteindre à peu près 5 à 7 touches. D'accord. Hem, sur les boîtes de taille intermédiaire, on va monter jusqu'à 8-10 touches. Sur les grands groupes, ça peut monter jusqu'à 14 touches, voire plus. Donc la relance, c'est vraiment un élément clé dans la prospection et c'est toujours aussi vrai même quand on l'automatise. Raison de plus, j'ai envie de dire. Comme on perd plus de temps à savoir qui relancer, quand, et cetera chaque semaine, ben, on n'a plus d'excuses pour pas créer justement bien plus de relances et relancer encore plus finalement les prospects sur lesquels on est. Mmh mh. C'est super intéressant et justement, j'en profite pour te poser la question, comme tu abordes le sujet, tu sais, pour les grands groupes, souvent il y a des pour toucher
et atterrir, dans la boîte email du bon décideur, après d'attirer son attention, il peut se passer quand même beaucoup de séquences, beaucoup de touch comme tu dis. Comment toi tu fais pour, conseiller tes clients afin qu'ils dépassent, tu sais, la fatidique étape de, la secrétaire ou de l'assistant? Ça, c'est quand même un enjeu intéressant ça. Donc le fait de finalement d'avoir un taux d'ouverture qui va être bon, de faire en sorte que l'email soit ouvert par la bonne personne. Par exemple, ouais, justement, pour pouvoir lui parler après et contacter co j'imagine que tes clients, ils doivent avoir aussi cette difficulté-là, de se dire: «Mince, bah, ça tombe sur le contact d'un générique, je sais pas trop comment trouver le bon contact». Alors pour ceux qui utilisent notre plugin, le plugin Natananas Connect, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il génère uniquement des adresses mail pronominatives. Donc si on focus sur une personne, on n'aura jamais d'adresse email générique. Parce Excellent. que nous, on donnera jamais d'adresse email générique et donc on aura toujours une adresse mail pro et nominative. Jamais de Yahoo, Gmail, etc. Sur les objets qui vont générer des ouvertures, c'est très simple et très compliqué à la fois. Alors, en vrai, je rigole un peu pour le compliqué parce qu'en vrai, c'est très simple. Nous, ce qu'on voit qui fonctionne, généralement, c'est de prendre un mot-clé un peu générique, comme le mot suite, retour, feedback, question. Et ensuite de l'accoler à un mot qui va vraiment faire tilt dans la tête du prospect. Je m'explique. Si on va par exemple démarcher des DRH ou des personnes sur le recrutement, un mot-clé qui va faire tilt dans leur tête, généralement, c'est les mots par exemple candidat ou candidature. Ouais, tout l'enjeu est de déterminer ce champ lexical, du coup. Voilà, exactement. C'est pour ça que je disais au début, c'est compliqué, mais en vrai, si on se pose 2 minutes, généralement, les mots-clés comme ça qui font mouche dans la tête des RH, pour l'exemple que je donne, hein, généralement, ils viennent assez vite quand D'accord. on connaît sa cible. Ouais, très clair. Donc un objet qui va bien fonctionner, ça va être par exemple suite candidature ou feedback candidat. En fait, si je veux même aller un petit peu plus loin sur ce raisonnement-là, le but d'un objet, ça va être de jamais dépasser les 1 à 3 mots. Au-delà, en gros, nous on a des métriques là-dessus, hein, mais si vous faites plus que 5 mots dans un objet d'email, il y a quasiment les 2 tiers des personnes qui lisent plus. Il y a une vraie perte, d'accord. Ouais, absolument. Donc, restez entre 1 et 3 mots et mixez un mot générique feedback, questions, retour, etc. avec un mot qui fait tilt vraiment dans la tête de la typologie d'interlocuteur que vous allez prospecter. Typiquement pour les DRH, suite candidature, feedback candidat, etc. Et comme j'allais dire, du coup, si on veut aller encore un petit peu plus loin dans ce raisonnement-là, le, le but de votre email et notamment de l'objet, c'est que limite, le prospect à qui vous l'envoyez, quand il reçoit votre email, il doit être un petit peu en stress et il doit vouloir ouvrir tout de suite votre email. Alors, il ne faut pas non plus tomber sur des ficelles trop grosses, Comme type putaclic. ouais, ou parce que nous, alors c'est ça qui est marrant parce que du coup, on peut tester énormément de choses, hein, donc typiquement sur des cibles DSI, heu, intrusion sécurité ou ce genre de choses, là, vous déclenchez un petit peu trop de stress. Du coup, les personnes peuvent être un peu énervées. Donc, il faut réussir justement à doser sans tomber dans quelque chose, on va dire, voilà, qui atteint un clic. Mais mixer un mot générique avec un mot-clé vraiment qui percute chez votre prospect et nous, on voit que ça fonctionne vraiment très bien. On a vraiment des taux d'ouverture, sur les utilisateurs qui utilisent cette technique-là, qui sont vraiment, très élevés. Enfin, en gros, il y a aucun problème à atteindre les 80-90. D'accord, j'allais te demander justement si tu avais, un ordre de grandeur, ouais, top. Bah, c'est ça. C'est ça. Du coup, avec cette méthode-là, c'est pas anodin de générer, du 80-90 sans souci, hein. Eh ben, prometteur, dis donc. Ça vaut le coup quand même de se poser un peu, sur une feuille blanche, hein. Bah, absolument et puis comme je disais, il y a pas de en soi, c'est pas sorcier, hein, c'est vraiment, un mot générique, un mot voilà qui va percuter. Se dire voilà typiquement, quel est le mot qui va faire réagir un RH? Des mots comme candidat, candidature, généralement on se dit, on reçoit l'email, on se dit: «Ah est-ce que c'est pas quelqu'un qui nous fait un retour suite à une candidature? On lui a pas répondu, on lui a mal répondu» et cetera. Donc tout de suite ça crée un peu d'urgence et ça génère de l'ouverture. Super intéressant Nicolas et justement pour avancer un peu sur le sujet parce qu'il y a encore pas mal de questions que je voudrais te poser. Tu as un peu évoqué, le côté un peu multicanal. On a parlé de 2 canaux, email, téléphone. Là, on parle beaucoup, dans un contexte, sédentaire, d'un commercial qui va faire ses relances. Est-ce que, déjà en aparté, est-ce que Data Nana, c'est aussi, destiné pour les commerciaux, on va dire terrain,
donc ceux qui sont on the field, comme on dit, sur le terrain, aller, visiter des prospects? Alors, on n'a pas d'appli mobile, donc on va pas être sur mobile ou sur tablette. Après les commerciaux terrain, on bosse effectivement avec ces populations-là. L'idée, c'est qu'en général, il y a toujours un moment, alors à moins, d'effectivement de parler de commerciaux qui sont vraiment tout le temps sur la route, mais on a, nous, beaucoup d'équipes commerciales qui effectivement sont encore dans cette logique de, rendez-vous terrain et d'aller Tout à voir fait. régulièrement les clients. Ce qu'eux font en général, c'est qu'on détermine une organisation avec eux où en fait, pour les moments où ils sont au bureau, on trouve ensemble un objectif en termes de prospection. C'est-à-dire, par exemple, de dire: «Je suis, 1 journée, par semaine, dans les locaux, de ma société». Ça va être de mettre à profit peut-être, 1 heure sur cette journée pour aller faire du sourcing et nourrir ces séquences de prospection aux nouveaux contacts. Et justement déclencher du rendez-vous pour le reste de la semaine. Absolument. Donc ça, c'est vraiment et là sur la partie organisation, c'est vrai que, je trouve ça assez intéressant. C'est le fait de justement pouvoir aider nos utilisateurs, à aller au-delà. C'est-à-dire une fois que j'ai pris la décision d'automatiser ma prospection, que je déploie Datananas, finalement, je vais gagner du temps sur certaines choses et il y a d'autres choses sur lesquelles je vais devoir prêter un petit peu plus d'attention. C'est-à-dire, bah, par exemple, comme je fais beaucoup plus de volume, bah, je vais avoir beaucoup plus de retours à traiter. Comment je m'assure effectivement de délaisser aucun contact qui m'a répondu? Parce que c'est Bien sûr. potentiellement une piste, que je mets à la poubelle. Donc ça, c'est moi, je trouve que c'est vraiment hyper cool de pouvoir aider nos utilisateurs là-dessus et effectivement de les aider aussi à s'organiser au-delà de toute la partie prise en main de Data Ananas, hem, comment ça s'appelle? Segmentation, sourcing et cetera. OK, super, hyper intéressant et justement par rapport à ça, donc je referme la parenthèse, quels sont un peu aujourd'hui les autres canaux, qui fonctionnent pour pouvoir justement, multiplier les touch points, pas uniquement sur l'email, donc on comprend qu'il y a aussi le téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui aujourd'hui fonctionnent bien, que vous utilisez chez Datananas ou même pas forcément chez Datananas, mais que tu observes auprès de tes clients qui sont utilisés? Déjà, le multicanal, c'est la base. On là-dessus, on est bien en phase. C'est le fait de multiplier effectivement des appels, des emails, voire d'autres canaux qui font qu'on augmente significativement finalement les chances de générer une conversation et donc de transformer potentiellement cette conversation en un rendez-vous, en une opportunité et ensuite de la closer. Donc le multicanal, on a d'ailleurs un certain nombre de users qui le font sur Datananas parce qu'il est possible d'intégrer des tâches en fait dans ces séquences de prospection Datananas et donc de pouvoir dire ben, ma séquence, ça va être 2 emails qui partent automatiquement, une notification de call que je dois indiquer comme réalisée pour déclencher ensuite l'envoi des étapes suivantes. Et donc le fait d'avoir une séquence, on va dire, euh, semi-automatisée où le commercial doit quand même décrocher son téléphone pour passer les calls. LinkedIn, ça peut être aussi un bon canal. Alors, nous, sur les cibles que beaucoup de nos utilisateurs démarchent, j'ai des feedbacks sur lesquels il y a un petit coup de mou, sur notamment des cibles qui sont pas mal démarchées, comme des DRH, les personnes, à la formation, au recrutement, Complètement, oui. les fonctions au marketing, au commerce. Il y a des solutions d'automation qui ont hyper bien démocratisé ça et moi je trouve ça très cool qu'effectivement les gens, veuillent gagner du temps sur la prospection, qu'elle soit par email, qu'elle soit par LinkedIn, Et ou du autre. coup, ça a rempli un peu les boîtes mail, quoi. Ben, c'est un peu ça en fait. Le truc c'est que LinkedIn, je pense que ça peut être un canal qui est excellent, franchement pour la prospection. Le problème, je pense que enfin, il y en a même 2. Je dirais le numéro un, c'est, leur fonctionnalité messagerie. Tu pas le premier à me le dire. Bon, on les trash pas, hein, LinkedIn, mais je pense qu'il y a Non, non, quelques progrès non. à faire, hein. Non, mais en vrai, je pense à part les bases de données de l'URSSAF, je pense que c'est la base de données, la plus complète qu'on La peut plus avoir. De poussée, toute ouais, façon, il bien y a sûr. beaucoup de solutions il y a beaucoup de fournisseurs de data, d'enrichissement ou autres. Ils partent quasiment tous de là pour de toute façon savoir qui fait quoi dans quelle boîte. Donc, c'est quand même, ça reste quand même une solution qui C'est est un hyper, must-have, quoi. ouais, franchement, on va pas se mentir. Mais il y a des progrès à faire sur le chat, on est d'accord. Voilà, C'est toujours sur la compliqué de retrouver partie, les messages. identification, bon après ça dépend aussi si les personnes, se créent un profil LinkedIn et le mettent à jour, mais globalement c'est quand même très complet sur beaucoup de verticales. Mais par contre la partie messagerie, autant quand il y avait pas encore trop d'automation, du coup, bah, c'était gérable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions, d'automation effectivement qui permettent d'automatiser le fait d'aller visiter un profil, le fait d'aller l'ajouter à son réseau et le fait de lui envoyer un message. Nous, les retours qu'on a, c'est que globalement, vu que ça s'est vraiment beaucoup démocratisé,
Sur les demandes d'ajout au réseau, ça fonctionne bien. Par contre, sur le fait d'aller générer une conversation, ça fonctionne moins bien. D'accord. Parce que l'interface est quand même pas dingue. On va pas se mentir, enfin, du coup, c'est des C'est petites assez conversations basique, comme oui. sur Messenger, ouais, donc on peut pas vraiment trier tout ça facilement. Enfin, en termes de prise en main, c'est quand même très moyen et surtout, ça s'est tellement démocratisé ces solutions d'automation qu'aujourd'hui, dès qu'on reçoit un message sur LinkedIn de la part de quelqu'un qu'on connaît pas, en gros, c'est très, très vite assimilé à de la prospection. Ouais, c'est du spam, quoi. Hem, Ouais. voilà. Bah, après, étant donné qu'il y a parfois, des pratiques ou parfois des erreurs, hein, en termes de segmentation ou autre, il suffit qu'on reçoive en plus deux trois messages qui sont complètement hors scope, sur LinkedIn. Vu qu'à trier, à gérer et tout, c'est galère, si on en reçoit 10, 15, je comprends que le réflexe, ça soit finalement de plus trop les traiter. Nous, c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais voulu développer de fonctionnalité de LinkedIn automation. C'est-à-dire que dans Data Analyst, on peut tout à fait intégrer des calls, je l'ai dit, intégrer des tâches justement pour avoir des reminders automatiques, qui, une fois réalisés, permettront effectivement de déclencher l'étape suivante, un mail et cetera. Mais voilà, ça reste des tâches qui seront à faire à la mano par l'utilisateur et c'est pas une automation. Mmh mh. Parce que justement, en fait, là, on parle d'un canal, mais tout ce que tu as dit précédemment s'applique également aux réseaux sociaux. Il y a pas de mystère. Si tu segmentes pas bien, si tu choisis pas du contenu percutant et Ah qui bah, oui, parle oui, à tes absolument. utilisateurs, Moi, je suis sûr que les solutions qui font du LinkedIn automation, franchement, je suis persuadé qu'elles doivent, voir les mêmes erreurs que nous on voit. C'est-à-dire des gens qui font pas la bonne segmentation, qui utilisent des éléments de langage qui sont pas pertinents, qui arrivent pas à enfin, qui voilà, qui ciblent mal, qui apportent du contenu qui est pas terrible et qui du coup se grillent auprès de leurs prospects. Je pense qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion là-dessus. et ben, c'est top. Merci pour ce feedback. En tout cas, c'est super intéressant et du coup, bon, ben, belle complémentarité entre tous ces canaux pour arriver justement à multiplier ces touch points et de passer, à la conversion et justement, là, on parle un peu du process, des étapes pour, arriver. Comment tu mesures, l'efficacité de telle et telle démarche commerciale, chez Datananas? Est-ce que ça se chiffre? Est-ce que ça se mesure en temps? Est-ce que ça se mesure en chiffre d'affaires? Comment ça se passe? Alors, tout dépend. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur les indicateurs qu'on va suivre déjà côté Data Ananas. Alors, nous, on va proposer un certain nombre de statistiques. Généralement, ce que les personnes activent dans un premier temps, en tout cas pour tester sa séquence et pour voir si effectivement les emails sont délivrés et que du coup les emails sont consultés, ça va être le taux d'ouverture. C'est-à-dire de voir finalement, sur 100 personnes, combien est-ce qu'il y en a qui vont ouvrir au moins un email de la séquence. Ça va être le premier KPI qu'on peut utiliser au moins dans un premier temps quand on lance sa séquence et qu'on est en phase d'itération. Après, une fois qu'on a un taux d'ouverture qui est bon et qui se maintient, on peut tout à fait désactiver ce tracking-là. C'est limite d'autant mieux pour la délivrabilité. Les autres facteurs qu'on va analyser, ça va être justement, le taux de clic. Si on a un call to action effectivement qui redirige vers du clic, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux personnes une réponse manuelle, mais on leur demande d'aller visiter une page, X ou Y. Si le call to action, c'est plutôt la demande d'une réponse, c'est-à-dire par exemple: «Quand est-ce que vous êtes disponible pour en parler?» ou «Est-ce que vous êtes la bonne personne?» Dans ce cas-là, on va se concentrer sur le taux de réponse manuelle. Ça, du coup, on va pouvoir regarder aussi étape par étape finalement, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, le nombre de réponses manuelles. L'idée, c'est qu'on peut comme ça avoir un aperçu de la performance de la séquence au global, puis ensuite on peut descendre dans la séquence pour effectivement avoir un aperçu des performances de chaque étape. Sur Datananas, comme je l'ai expliqué, hein, on est là pour aider les commerciaux dans leur prospection. Si après on plug Datananas à son CRM, par des API ou, par, des connecteurs comme Zapier ou Integromat et cetera, là derrière, on va pouvoir aussi, si on a mis en place, un tracking précis, c'est-à-dire qu'on est en mesure de savoir dans le CRM qui sont les contacts qui viennent de Datananas. Dans ce cas-là, effectivement, il va pouvoir y avoir d'autres indicateurs comme par exemple, le nombre de rendez-vous, pris et le nombre de deals closés. Par contre, là, du coup, on va sortir du scope Datananas parce que c'est plus réellement Datananas qui va servir sur ces sujets-là, enfin qui va faire la différence. C'est plutôt le skill du commercial. C'est-à-dire le commercial qui utilise Datananas, à quel point il est en mesure de transformer une conversation
qu'il a générée avec un prospect froid, dans quelle mesure il est capable de transformer cette conversation en un rendez-vous, en une opportunité, puis en un closing. Et du coup, là, on sort un peu du scope Data Ananas, mais ça fait partie des indicateurs qu'on peut regarder aussi avec nos clients. Parce que quand on automatise la démarche de prospection, quand on passe à l'échelle, quand on arrive à scaler finalement sa prospection, généralement, c'est le moment où on commence à mettre le doigt sur des éléments qui n'étaient pas forcément quantifiés, monitorés, et qui du coup peuvent donner lieu à des actions correctives. C'est-à-dire typiquement, avec Datananas, du coup, j'arrive à quantifier vraiment de manière très précise le nombre de contacts que j'engage chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Je vais arriver dans mon CRM à quantifier le nombre de personnes, du coup, parce que l'info passe automatiquement du CRM vers Datananas, donc j'arrive à quantifier le nombre de personnes avec qui j'ai généré une conversation. Et derrière, je vais regarder dans mon CRM le nombre de rendez-vous que j'ai générés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est là où on va mettre le doigt sur des sujets parfois qui sont un peu plus complexes à gérer. C'est-à-dire finalement, si le taux de conversion de conversation en rendez-vous est faible, c'est que du coup, il y a peut-être une formation à faire au niveau du commercial sur la partie téléphone. C'est-à-dire quand j'appelle quelqu'un qui m'a répondu, oui, non, peut-être c'est pas moi, dans quelle mesure en tant que commercial j'arrive à transformer cette objection ou cette requalification ou autre en un rendez-vous. D'accord. Et du coup, l'intérêt effectivement heu, d'automatiser sa prospection et d'avoir toutes ces métriques, c'est que du coup, ça permet d'identifier plus précisément les points sur lesquels il y a des difficultés sur toute la partie prospection et puis vente. C'est-à-dire finalement, si j'arrive à générer 50 de conversations et que derrière j'arrive à transformer toutes ces conversations et que j'ai un taux de conversion par exemple de seulement, je sais pas, 0,5 en rendez-vous, c'est qu'il y a sans doute un problème au niveau de la partie prise en charge par les commerciaux des personnes, qui ont, continué la conversation avec nous. D'accord. Et après, on peut redescendre comme ça jusqu'au closing, c'est-à-dire sur X personnes qui ont été vues en rendez-vous, donc sur X personnes qui avaient été sourcées sur Datananas, engagées sur Datananas, avec qui on a généré une conversation, qui sont passées dans le CRM. Finalement, il y en a combien qui se sont transformés en rendez-vous et il y en a combien qui se sont transformés en opportunités, puis en déclosés. Et le fait d'avoir en fait des nombres précis à mettre sur chaque étape, ça permet du coup de mettre le doigt sur les étapes qui sont en dessous de ce qui est attendu. Vachement intéressant, très structuré, hein. J'ai le sentiment que rien n'est laissé au hasard, hein. Ben, c'est exactement ça. En fait, au début, on avait moins en fait ces problématiques, je dirais, parce que, les solutions d'automation étaient sans doute moins connues, ça s'était pas encore trop démocratisé et cetera et donc je vais pas dire la prospection était plus facile, mais du coup, il y avait moins ces sujets-là et en fait, au fur et à mesure que tous ces sujets automation, que ce soit de la prospection, du marketing et cetera, bon, le marketing, c'était quand même déjà bien démocratisé, mais tous ces sujets automation, ils prennent de plus en plus d'importance. On voit, il y a beaucoup de tools qui servent à automatiser la prospection. On voit les sujets no-code aussi pour brancher ces outils entre eux en utilisant des solutions comme Zapier, Integromat, etc. Euh, du coup, avant, il y avait moins ces sujets-là. Comme on va dire que le game, c'est un peu compliqué, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens ont besoin d'avoir une meilleure vue sur les différents indicateurs pour leur permettre de corriger précisément ce qui ne va pas à l'endroit où ça ne va pas. Donc, on a été obligé, on va dire, par la force des choses et aussi par la montée en maturité de nos utilisateurs, à pouvoir aussi, sans les conseiller, parce qu'on n'est pas des coachs sales et on ne va pas former les commerciaux chez nos clients pour qu'ils puissent être de meilleurs closers ou autres, mais en tout cas, on les aide à pouvoir récupérer cette information et on leur donne une grille de lecture pour qu'ils puissent être en mesure de se positionner. C'est-à-dire, est-ce que finalement, j'ai des taux de conversion qui sont bons même après la step data nanas? Mais ça, c'est très important pour des enjeux, rétention, du coup, très liés, ben, au pôle, CSM. Parce qu'en fait, même si avec data nanas, on génère beaucoup de conversations, même si on génère, beaucoup de rendez-vous, si derrière il y a pas de closing, hem, les utilisateurs ont pas forcément le recul nécessaire pour se dire: «C'est finalement du côté de mon équipe commerciale que je dois faire quelque chose et pas forcément du côté de Data Analyst que je dois remettre en question. Et donc, ça a été important pour nous de monter en compétence sur ces sujets-là, en tout cas au moins sur la partie décryptage de la data et aussi mettre le doigt là où ça va pas. C'est justement par rapport à cet enjeu rétention parce que Data Analyst pouvait être remis en question alors que finalement les résultats sur la prospection étaient très bons. Et là où en fait le bas blesse, c'est plutôt sur la partie prise en charge par les sales. Et bah, justement, Nicolas,
pour le mot de la fin. Parce que le temps filé, c'est passionnant, franchement, tout ce que tu nous dis là, c'est hyper applicable. En plus, on sent que c'est ton quotidien. C'est quoi un bon sales? C'est quoi un bon commercial? Si tu arrives à nous définir ça rapidement, tu une médaille. Ben, j'aimerais bien pouvoir, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà commercial, en fait, ça veut tout et rien dire parce que nous, aujourd'hui, on voit que les équipes commerciales, elles sont de plus en plus segmentées. C'est-à-dire qu'avant, on avait des commerciaux qui faisaient du sourcing, de l'identification, de la prise de contact, de la prise de rendez-vous. Je fais le rendez-vous, je fais le suivi, je close et je suis après le client une fois qu'il a été closé pour aller générer de l'upsell ou du cross-sell. Aujourd'hui, on voit que ça a tendance à être de plus en plus, segmenté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment, faire de la chasse, hem, avec les comment ça s'appelle? Avec des prospects. Il y a des personnes ensuite qui vont être en charge de faire de la chasse et de générer des rendez-vous. Il y a des gens qui vont faire les rendez-vous et donc closer et ensuite il y a des gens qui vont prendre la suite et du coup suivre le client, tout au long de son cycle de vie. Mais sur les fonctions commerciales, si je les prends un petit peu toutes dans son ensemble et je pourrais même intégrer à la limite toute la partie, account management, hein, on va dire derrière pérenniser la relation avec le client. Je dirais qu'aujourd'hui quand même, le fait de savoir créer un bon relationnel avec les personnes, en s'appuyant à la fois sur son expertise, sur son empathie. Le fait d'être en mesure de créer assez rapidement une bonne relation, de mettre en place les bonnes conditions pour créer une bonne relation et le fait de savoir convaincre et persuader, je pense que c'est selon moi 2 skills qui sont hyper importants. Et ben, ça y est, le message est lancé et pour tous les courageux qui auront fini le podcast avec nous, auront ta botte secrète. Et ben, écoute Nicolas, le temps passe super vite. On est déjà à la fin. Est-ce que, justement, tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour à nous partager? Des actus peut-être chez Datananas, hein, pour cette fin d'année et de l'année prochaine? Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On est en train de refaire complètement notre site web. On va changer, d'identité au niveau visuel, donc ça, c'est très cool. Moi, j'ai pu avoir quelques éléments et je suis très, très pressé. Ah, va falloir suivre un peu Heu, l'actualité, donc on invite les gens à s'abonner et à regarder le site. exactement. On est en train de retravailler plusieurs fonctionnalités, on va dire, historiques chez Datananas. Je pense aux statistiques et on a quelque chose de après, je prêche pour ma paroisse, hein, mais je pense que sur la partie statistique, on a vraiment quelque chose de très solide, très complet qui arrive, je dirais sur la fin d'année 2021, début 2022 et sur la partie fonctionnalité, je sais que sur 2022, on va travailler vraiment moi, je trouve que c'est un parent pauvre du sales automation et c'est quelque chose qu'on va travailler beaucoup plus fortement. Donc j'en dis pas plus, comme ça je fais pas de spoiler alert, mais je suis très, très content qu'on ait enfin mis ce sujet, C'est du sur la table, teasing. chez Datananas. Eh bah, dis donc, en tout cas, nous, on suivra ça de près chez Senpai puisque justement, comme je disais en introduction, on est partenaire. On est ravis de vous compter parmi les solutions, du coup, labellisées Senpai et bah, Nicolas, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut te contacter, d'une façon ou d'une autre, sur LinkedIn? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu as une adresse mail peut-être à nous partager? Ouais, absolument. Alors, du coup, sur LinkedIn, on peut me trouver, en tapant, Nicolas Datananas. Normalement, je suis caché, mais pas trop. Donc normalement, D'accord. ça devrait être, assez facile. Sinon, vous pouvez me contacter, à l'adresse email nicolas@datananas.com. Généralement, je réponds bien sur tous les canaux, que ça soit LinkedIn ou que ça soit par email. Je réponds peut-être pas immédiatement, mais je réponds à tout le monde. Je confirme, tu réponds. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment passionnant et merci pour ta franchise et ta transparence parce que c'est pas forcément évident d'avoir, des chiffres, même des bonnes pratiques, des trucs à pas faire, des trucs à faire, bah, on sent qu'il y a une forme de maturité derrière ce discours qui est rodé, avec des clients tous les jours, hein, donc là, on est vraiment dans le concret, donc merci pour ça Nicolas et bah, j'espère que tu as passé un bon moment autant que j'ai eu à t'accueillir sur le podcast. Exactement David. Un super bon moment, ça m'a fait vraiment trop plaisir de pouvoir là, aborder toutes ces thématiques. C'est vrai que c'est un peu, ma vie de tous les jours, hein, sur le CSM chez Datananas. Mais, c'est vrai que c'est aussi, super cool de pouvoir comme ça, évoquer ces éléments avec une audience, un peu plus large que sur les points
en one-one ou autre que je peux faire dans mon quotidien. Donc, merci encore pour cette invitation. Vraiment, c'était super. Eh ben écoute, bonne continuation Nicolas, on suivra de près tes actualités et celles de Tananas et je te dis à très bientôt. Merci David, à très bientôt. Salut Nicolas. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.